Cette actualité fait mouche, on en parle de plus en plus, chacun a sa position là-dessus. Mais quelle est votre position concrètement, vous, Monsieur Zossou Gaston? Merci beaucoup. Je vais essayer autant que possible d'être pratique, d'être technique. Nous allons vous suivre. Et objectif. Quand j'étais au cours primaire, en classe de CE1, le maître m'a enseigné que mon pays, ma patrie, le Dahomey, a une population de 2 500 000 pour une superficie de 112 600 km². Quand je me réfère à ce même chiffre aujourd'hui, je me rends compte qu'il y en a un qui n'a pas bougé, la superficie du pays, le contenant territorial, et que le second a connu une poussée de quasiment 500%. La population, vous voulez dire? Très bien. Il est difficile de ne pas convoquer à l'analyse la problématique du contenant statique et du contenu, ce qu'on va y mettre, qui, lui, ne cesse de croître, Il se pourrait bien que cet état de choses ait sa réplique exacte à Dantopa, c'est-à-dire qu'il y a 60 ans, c'était la même superficie, une vingtaine d'hectares, et peut-être qu'il y avait 1000, 1500, 2000 marchands et marchandes. Mais qu'aujourd'hui, il y en a peut-être 5 fois plus, peut-être 10 fois plus. C'est le premier élément. On parle de 30 000 commerçants à peu près. J'évoque la question de la pression démographique, c'est-à-dire de la surpopulation en un lieu, de la pression démographique sur une même superficie. Et je me permets d'attirer l'attention sur la nature de ce lieu géographique. C'est un estuaire. C'est l'endroit où le fleuve se jette dans la mer, où l'eau douce du fleuve se jette dans la mer salée. Cela constitue des phénomènes particuliers sur l'atmosphère et sur l'écosystème. Élément suivant. Il n'y a pas de concentration d'hommes, de population, sans production de déchets. Déchets de toute nature, déchets corporels et déchets d'usage. L'élément qui suit, il n'y a pas de concentration démographique sans une tendance à imperméabiliser le sol, c'est-à-dire à mettre du carreau, à mettre du ciment ou des revêtements de toute nature, toute chose qui ralentit ou arrête net l'infiltration de l'eau de pluie. Risque d'inondation, doublé par l'estuaire. À tout moment, une marée haute peut faire marche arrière à l'eau du fleuve et gonfler l'eau là, où on pourrait avoir des centaines de milliers de personnes en un même temps. J'ai parlé de production de déchets, facteur de pollution sur la faune aquatique, et puis risque général, risque morbide, maladie, épidémie. Toujours en ayant bien à l'esprit qu'un même contenant est en train d'être rempli de façon constante, et que pour ce dont je peux rendre témoignage, et qui peut être un rapport à mon temps de vie à moi-même, on est passé de 2,5 population à 12, et le même contenant. Alors, il est parfois efficace, ou me semble-t-il utile ou de bonne pédagogie, quand les personnes parlent, d'attirer leur attention sur leur propre comportement. Quand on regarde les personnes qui aujourd'hui ont quelques réussites, et qui ont entre 40 ans et 50 ans, où habitez-vous? Où est votre maison, déjà construite ou en construction? Alors que vous avez vécu à Cotonou tout le temps, on va vous dire, voilà, je suis à Calavi, je suis à Kassato, je suis à Glodjibé. Alors si les hommes, les individus que nous sommes, qui pensent, éprouvent le besoin de se décongestionner, c'est-à-dire de se déplacer des zones de haute pression démographique vers les zones de basse pression démographique, il est normal que l'État, qui est chargé de l'orchestration générale, réfléchisse aux mêmes besoins de décongestionner. C'est exactement ce que nous faisons tous les jours nous-mêmes, que l'État est en train de faire. Et pourquoi il est en train de le faire? Il est en train de le faire parce qu'il y a deux catégories de personnes qui se mêlent de politique. Il y a les politiciens, je n'ose pas dire, et puis il y a les hommes d'État. Expliquez-nous ce que c'est. Qu'est-ce que vous appelez politicien? Qu'est-ce que vous appelez homme d'État? Le politicien, en gouvernant, en prenant des décisions, il a à l'esprit
la prochaine élection. D'accord. L'homme d'État a en esprit, quand il gouverne, la prochaine génération. Lui, seul est capable de projection. Vous l'avez dit que ceux qui ont pris cette décision-là ne sont pas préoccupés par les élections, c'est ça? Est-ce que ça ne leur tient pas à cœur quelque part? J'aimerais humblement laisser chacun tirer ses conclusions. Mais je dis simplement que la capacité de voir loin n'est pas d'aller à tout le monde. Et les personnes consciencieuses qui voient loin ne craignent pas de chercher les solutions qui sont nécessaires pour régler les problèmes de demain dès aujourd'hui et à négocier avec la communauté les différents virages. Il y a donc une différence, de mon point de vue, entre une personne qui se dit que diront les populations, que dira la foule, et ceux qui se disent que sera demain. Oui, mais on décide aussi dans l'intérêt des populations, M. Zossou. Si une décision va à l'encontre des intérêts publics, que fait-on en ce moment? Est-ce que vous parlez exclusivement des intérêts immédiats, illusoires des populations? Ou est-ce que vous parlez des intérêts des populations, mais aussi des générations? Je parle des intérêts des populations, mais aussi des générations, les deux à la fois. Très bien. Alors, parlons des intérêts immédiats des populations. J'ai parlé des risques de pollution. J'ai parlé des risques d'inondation. Je n'ai pas encore évoqué la question de l'incendie, des départs de feu. Il y en a eu un grand nombre sur Datopa au cours de ces dernières années. Est-ce que nous devons chaque fois, quand il y a de tels drames, recommencer la même chose? On a fait de la grimace et servir des larmes galvaudées, des larmes de communication aux populations sans retourner. Le rendez-vous est pris pour la prochaine catastrophe. Est-ce que c'est le bon mode opératoire? Est-ce que c'est ça les vrais chefs? Non. Mais les incendies, on peut les retrouver partout. Ça peut venir même là où on va implanter le nouveau marché et puis avoir des incendies. Absolument. Mais si en un lieu, il y a un détecteur de fumée, qui a une bouche d'eau et qui a l'accès pour le travail des sapeurs-pompiers, c'est mieux que quand il n'y en a pas. Il y a quelques semaines, j'étais à Bobalou pour acheter des rouleaux de tissu pour faire des draps de lit. Et j'ai regardé pendant un temps d'attente, je dirais, le stock de la marchande. J'ai regardé sur une hauteur de 2 mètres et plus des piles de basin, des piles de lace, des piles de textiles de toute nature. Sans être particulièrement pessimiste, je me suis dit, mais s'il y avait ici un départ de feu, aucun engin de sapeur-pompier ne pouvait se rapprocher de 200 mètres des lieux. Tellement c'était encombré, tout le monde le sait. Pourquoi on n'anticipe pas? Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'incendie, mais moi, je dis qu'il y a des moyens pour réagir quand il y a un incendie. Sur un bâtiment, il y a des précautions, il y a les issues de secours. Pourquoi on en veut pour soi, on n'en veut pas pour les humbles? Pourquoi, sur ce bâtiment où nous sommes, il y a des issues de secours, il y a des équipements pour attaquer les incendies immédiatement à la racine du feu, et pourquoi on n'en veut pas pour les dames du marché? Pourquoi les dirigeants ont ces garanties-là et ont quelques malaises quand on les propose à la communauté? Pourquoi tous ces intellectuels qui ont animé les bourrahas, les hurlements, les incantations de ces derniers jours sur la délocalisation du marché d'Atapa ne comprennent pas que ce qui est bien pour eux est bien pour les autres? C'est là la question. Mes raisons, mes arguments, je les veux pratiques, je les veux techniques. Voilà, technique. Je dis, il s'agit d'estuaires, écologie fragile, risque d'incendie, risque d'infestation, risque de pollution, et je dis aussi risque de départ de feu pour un endroit qui n'est pas libre de circulation. Alors ceux qui animent les brouhaha, comme vous le dites, M. Zossou, pensent qu'on peut moderniser quand même le marché, c'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions à tous les problèmes que vous posez. Il y a une problématique purement mécanique. Est-ce que je peux mettre 30 litres d'eau, 40 litres d'eau, 80 litres d'eau dans une damiane de 20 litres? C'est mécanique, tout court. À moins qu'on nous dise qu'on voudrait bâtir des gratte-ciel à Tatopa.
Et quand on va bâtir les gratte-ciel, la quantité de déchets sera toujours la même. La pression démographique sur la nature sera la même. Parlons-nous simplement et clairement. Et ce sont voilà. Certains pensent qu'on peut même installer des industries là pour transformer les déchets plutôt que de déplacer le marché. Ça fait partie aussi de la modernisation. Je parle d'une question de capacité à contenir l'activité humaine dans ce qu'elle a de vivant, d'envahissant. On ne peut pas, sur cette superficie, de façon continue, de façon indéfinie, mettre du poids démographique sans s'arrêter. Et nous-mêmes, dans nos vies personnelles, nous ne nous comportons pas ainsi. Nous-mêmes, on monte. On monte vers le nord, on descend vers Porto-Novo. Les personnes, les cadres, les personnes de réussite moyenne aujourd'hui ne construisent pas à Kadiaou, à Bégamé, leur maison. On sort. Pourquoi on sort? Et on ne conçoit pas que l'État qui est responsable nous fasse sortir les groupes. Voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que de façon intelligente, avec expertise, on regarde le marché d'entrepas, dans sa structure, dans la nature des articles qui y sont vendus, en rapport avec le profil des personnes qui s'y rendent. Et on verra qu'il y a un marché de gros, de très gros. On délocalise le gros vers Akasato. Il y a déjà des infrastructures. Gros alimentaire, surtout. Ouais. On délocalise les denrées nobles, ce qui est appelé ainsi, le textile, les cosmétiques, les bijoux, la mercerie, sur la ceinture du stade de Mathieu Kéréko en construction aussi, avec le nombre de restaurants qu'il faut pour maintenir la vie et l'animation là. Ouais. Et il y aura aussi une activité marchande sur le lieu physique de Tantokma, mais qui sera conforme avec la superficie et la nécessité d'interagir avec l'eau. Parce que c'est un élément majeur. L'eau n'est pas statique, l'eau bouge, l'eau peut enfler. Et puis enfler tout lentement, et on a le temps de déguerpir, mais elle peut aussi enfler de façon brute et faire beaucoup de dégâts, nous le savons. Ça se passe autour de nous, et par une candeur, mais qui dans le fond est une démagogie politique, on ne peut pas concevoir que la même chose pourrait arriver. Il suffirait d'une marée haute pour que l'eau du fleuve fasse marche arrière. Aujourd'hui, quand on se rend compte que l'eau du fleuve, qui est supposée être de l'eau douce, est un peu salée, c'est qu'il y a du retour de l'eau de mer. Ça peut être un peu plus fort, et puis on est inondé. Pour vous, à cause de toutes ces raisons techniques que vous évoquez, il faut raser le marché d'Ottawa. Alors, je vous laisse le mot raser. Non, en fait, c'est ce qu'on constate, parce que, bon, on parle, pour être gentil, on parle de délocalisation, mais en fait, le marché va être rasé. Tout doux. Oui. Je vous laisse le mot raser, parce que je sais quelle connotation cela a. Je ne l'ai pas utilisé. Alors, quel mot vous utilisez alors? Je dis délocalisation, je dis décongestionner, je dis se donner de l'espace de vie. Non, le marché disparaît. Le marché disparaît tout de même. Le physique ne disparaîtra pas, vous le savez. Oui, mais le marché disparaît. Mais non, le marché disons ne disparaît les choses pas. telles qu'elles sont. Oui, allez-y. Le marché ne disparaît pas, il y aura de l'activité marchande là. Mais ça ne va pas déranger tout à l'heure quand j'ai dit que le gros se ferait à Kasato et que le commerce des articles dits nobles se ferait sur la ceinture du stade Général Mathieu Kéréko. Mais justement, ça dérange. Pourquoi vous en déduisez? Non, ça dérange ceux qui défendent la thèse, justement, de la délocalisation du marché. Ils disent, et ça je le répète, ils disent simplement qu'aujourd'hui, c'est difficile d'aller à Calavi, c'est difficile d'aller à Kasato, parce qu'il n'y a que le pont de Ouadolou qu'on peut pratiquer. Alors, quand on déplace le marché de gros à Calavi ou à Kasato, comment est-ce que les gens peuvent y accéder alors qu'on n'a pas les infrastructures routières pour y aller? En fait, ils donnent des raisons pour ça. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment des raisons. Alors, moi, je dirais que si on sort rien que le marché de gros de l'intérieur de Cotonou, du centre de Cotonou, et qu'on le met en périphérie, un grand nombre de camions, des Titans, des 6 roues, des 10 roues,
peut-être des milliers de machines qui entrent tous les jours vont rester en périphérie. Et que la circulation de Cotonou vers Calavi sera facilitée. Il s'agit de prendre le temps de la réflexion. Quand on sortira le vrai gros de Cotonou, Cotonou sera décongestionné. Et vous le verrez dès le lendemain en circulant. C'est de ça qu'il est question. Il est question de savoir si nous achevons la réflexion avant de commencer à émettre des critiques. Non seulement il faut faire de la réflexion, mais il faut faire de la réflexion à partir de matériaux, d'informations techniques, d'informations précises. Permettez, je me suis permis de m'utiliser comme repère. Allez-y. Il y a 60 ans, moi j'étais enfant, on m'a dit 2 500 000 habitants pour mon pays. Ouais. Superficie 112 600 km². Je peux me permettre Allez-y, ouais. de dire, mais hey, qu'est-ce qu'il en sera pour mon petit-fils dans 60 ans? Si moi je suis parti de 500 à 12, peut-être bien que lui passerait de 12 à 40 millions d'habitants pour notre pays. Il faut faire quelque chose. Je vais dire une chose qui pourrait paraître légère. Même le vent qui souffle, c'est le déplacement de l'air des zones de basse pression. Pardon, c'est le déplacement de l'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Même la nature obéit à ces règles. La règle de rééquilibrer. On est simplement en train de rééquilibrer avec intelligence. En faisant beaucoup d'efforts d'investissement, beaucoup d'efforts d'assainissement pour y parvenir. Moi, je trouve complètement étrange que l'on ronchonne contre le bien, que l'on ronchonne contre notre capacité à anticiper et à agir efficacement. Je suis complètement surpris par certaines prises de position. Pourquoi on ne descend pas dans le dossier? Qui ne sait pas que c'est un estuaire? Qui ne sait pas que c'est une embouchure? Qui ne sait pas que c'est inondé? Tout le monde est d'accord. Qui ne sait pas que c'est pourri? Qui ne sait pas que c'est pourri? Qui ne sait pas que c'est malodorant? Tout le monde est d'accord. Vous pensez que les grandes quantités de denrées alimentaires, maïs, farine de blé, riz, tous les traitements insecticides qu'il faut, la fumigation constante, ce n'est pas compatible avec la vie humaine. Mais on le fait de façon irresponsable. Vous savez que toute la ceinture urbaine autour de Datopa, c'est un gigantesque magasin de gros, et que c'est malsain, et que ce n'est pas ça l'efficacité. Monsieur Dessous, c'est un marché séculaire, comme à Sigamé, comme au Sénégal, comme dans d'autres régions. Il y a des gens qui sont conservateurs par rapport à ce genre d'infrastructure. Vous avez dit qu'il y a des gens qui sont conservateurs. C'est donc un trait de caractère. Ça relève de leur psychologie. Alors, les psychologies individuelles ne sont pas invitées quand il s'agit de traiter des questions communautaires de survie et d'efficacité collective. Alors, si c'est la tendresse, si c'est le concept de patrimoine à préserver coûte que coûte, qui est là évoqué au débat, je dirais ceci. Un patrimoine, c'est une chose, un élément matériel ou immatériel, qui a une charge émotive majeure partagée. Une charge émotive majeure partagée. Pas individuelle, c'est ça? Bien sûr que si il y a une termitière, moi, dans ma maison, je ne dirais pas que c'est un patrimoine que j'imposerais à la communauté. Je dis une chose de toute nature, patrimoine matériel, immatériel, ayant une charge émotive importante et partagée. Et puis, un patrimoine a aussi une parure esthétique avérée, qui pourrait être aussi partagée ou pas partagée, encore que des bruits de colonne ne discutent pas. Alors, parlons de la charge émotive, de la valeur patrimoniale, qui serait partagée. Alors, moi, je voudrais poser une question directe. À qui, à moi ou à ceux qui défendent leur position? À ceux qui nous font l'honneur de nous écouter. Et qui d'entre nous, c'est une question, hein, je n'ai pas la réponse. Et qui d'entre nous s'est déjà dit, en famille, les enfants aujourd'hui, on s'habille, on va regarder Datopa pour notre attachement à Datopa, pour sa beauté, pour la valeur patrimoniale que Datopa a pour nous. Comme on pourrait aller voir un beau spectacle de Zinli,
ou de Tequet, ou comme on irait voir l'Amazone. Vous voulez dire qu'il n'y a rien de beau à Tamba, c'est ça? En fait, on vous suit. Monsieur Avalo, vous faites vos déductions. Moi, je continue à faire mon exposé avec... Je vous laisse y aller, alors. Mais minables moyens, mais je continue ma réflexion. Quand vous dites que c'est patrimonial, ça veut dire que ça a une charge affective pour vous. Si moi, je vais vous demander à vous, si c'est vrai que ça a une charge affective pour vous, je vous demanderai, si vous avez déjà accompagné de la famille là-bas pour regarder. Attention, si vous y allez pour faire des achats, je dirais que c'est utilitaire. Si vous y allez pour vendre votre camion d'oignons, je dirais que c'est utilitaire et que c'est commercial et que c'est même une nécessité pour vous. Si vous y allez pour faire de gros chiffres en matière de bijouterie, je dirais que le mobile est le lucre. Mais si vous y allez avec la famille, avec votre fiancé, pour la contemplation, pour vous ressourcer, je dirais que c'est patrimonial. Alors qu'on ne nous trompe pas. Si on n'y est jamais allé pour des raisons d'utilité personnelle, si on n'y est jamais allé pour regarder pour regarder, si moi je vais voir un spectacle de Egungun, c'est pour la beauté. Si je vais voir des Ali ou des Tequets du pays Batonou ou les chevaux de Niki, c'est pour la beauté. Si je vais voir les chutes de l'Atakora, c'est pour la beauté. Mais si je vais pour acheter, quel que soit ce que je vais acheter au marché, je pose un acte commercial. Ça, c'est le mot économicus qui agit. Ne dites pas peu pour ça, c'est patrimonial. Non. C'est pas parce qu'une chose a duré dans le temps que c'est patrimonial. Ceci dit, ce n'est pas le plus important. On peut s'intéresser aussi à l'architecture du bâtiment central du marché d'Antapa. Ça peut être un vestige du passé qu'on garde et qu'on... Je vais devoir m'efforcer d'être respectueux. Quand vous êtes sur le pont Martin Luther King et que vous regardez d'Antapa, alors vous avez le souffle coupé parce que c'est beau. Les feuilles de tôle saccagées comme un damier, brisé par un mauvais perdant, c'est un élément de beauté vraiment à vos yeux. C'est un marché. Pourrait défendre ça. C'est un marché. C'est un marché, j'ai dit, c'est utilitaire. Et regardons cela comme une chose utilitaire. Et si ça devient un abcès démographique, on incise, on s'organise, on cicatrise, on se soigne. On bâtit pour le futur. Et je dis que si quelqu'un est convaincu que c'est un élément patrimonial avec une charge affective, avec une charge émotive, un ciment sentimental, comme pourrait être la Tour Eiffel pour les uns, comme pourrait être la Statue de la Liberté pour les autres, comme pourrait être le Colisée pour d'autres encore, ou tout simplement les textes de Voltaire, on irait vers ça sans cause, sans motivation. Sans cause, sans intention. On irait pour la contemplation, pour se rassurer de son sentiment d'appartenance, pour s'orgueillir de ce que l'on est. Est-ce qu'on a ce sentiment-là? À Dantapa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des hommes, des jeunes gens qui sont aux prises avec des sacs de riz de 100 kilos sur leur dos. Il y a des petites filles qui ont de petites quantités d'eau et ça circule de longs kilomètres dans la puanteur pour vendre de l'eau et survivre. C'est le lieu de survie. C'est le marché, mais je ne voudrais pas que nous idéalisons, que nous fassions de la poésie lointaine sur la souffrance des autres. Je ne voudrais pas que nos intellectuels poétisent sur la souffrance et la misère des autres. Quelle est la poésie qu'on fait quand il y a des mauvaises odeurs? Quelle est la poésie qu'on fait quand les dames vont marcher avec leur vase de nuit et font dedans du matin au soir et ne jettent que le soir?